Culture Soccer. Bonjour à tous, bienvenue à ce 37e épisode de la saison 2 de CS à l'érable avec vous, Daniel Cameron, et bien sûr, nous avons Raphaël, mon fidèle partenaire. Comment tu vas, Hedy? Ça va. Et toi, Daniel? Ça fait bizarre de se retrouver juste toi et moi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés tous les deux. Par contre, on était super heureux d'avoir reçu Tristan. C'était vraiment magnifique de partager ce moment-là avec Tristan. Donc voilà, on est content d'être tous les deux ensemble. Ouais, eh bien, c'est sûr qu'il nous a quittés en même temps que les Highland Games, donc ça fait un gros vide actuellement. Mais on a quand même de l'actualité dans le soccer canadien, n'est-ce pas fantastique? Écoute, au niveau local, il s'est passé des petites choses dans les clubs canadiens. Et également, au niveau de l'équipe nationale, on a eu le tirage au sort de la Gold Cup. Donc, on va commencer par les nouvelles locales. Tu te rappelles de Julian de Guzman, qui était l'ancien joueur canadien, qui a terminé sa carrière au Fury d'Ottawa, qui a été le directeur général du Fury d'Ottawa et qui a pleuré le jour de l'annonce de la dissolution du club. Il était ému parce qu'il était très impliqué dans le club. Eh bien, maintenant, il a trouvé du travail. Il a trouvé du travail du côté de Barrie en Ontario, dans une nouvelle équipe d'expansion à venir, là, qui s'appelle le 1812 FC de Barrie. Le club prévoit avoir une équipe dans la Ligue 1 Ontario du côté masculin pour 2021 et du côté féminin pour 2022. Donc, de mon côté, je leur souhaite bonne chance. Toi, t'en penses quoi? C'est une bonne chose. Déjà, je suis content que de Guzman se retrouve du boulot. Je trouve que c'est important. C'est quand même un acteur assez important de la pyramide canadienne et au Canada en tant que tel. Après, je vais pas juger son travail, que ce soit du côté du Fury ou quoi que ce soit, parce que je le connais pas très bien, son travail, dans quoi il était impliqué exactement quand il était au Fury ou quoi que ce soit. Par contre, ça me fait du bien à plusieurs niveaux. En premier, au niveau que c'est un Canadien, si c'est un joueur qui a porté 89 fois les couleurs de l'équipe nationale, donc ça me fait du bien de voir que ces joueurs-là, qui sont quand même très importants, continuent à porter le flambeau pour les prochaines générations canadiennes. Mais aussi, ce qui m'intéresse, bien évidemment, et ce qui me fait aussi chaud au cœur quelque part, pour ceux qui ne le savent pas, Julian de Guzman, c'est quelqu'un qui est formé à l'Olympique de Marseille. Et tant que c'est mon club en Europe, ça me fait un peu plaisir de voir qu'il continue un peu dans le sport. Je pense que quand tu as vécu cette ville de Marseille, tu peux très rarement te détacher du football. Et voilà ce qui se passe. C'est vrai, j'étais pas au courant d'ailleurs pour l'Olympique de Marseille. De toute façon, sa carrière est derrière lui actuellement. Oui, effectivement. Mais il a été il a juste été au centre de formation, c'est tout. Et il a même pas joué un match avec l'OM. Il est juste après directement parti en Allemagne dans les divisions inférieures, je pense 2e ou 3e division au début des années 2000. Là. Mais il a été 3 ans quand même au centre de formation de l'OM. Donc, juste une petite mention de ça. Mais d'un autre côté, je pense que c'est une bonne chose d'avoir ce genre de joueur-là qui devient dirigeant, qui est passé quand même par le niveau professionnel du côté du Fury d'Ottawa, qui viennent s'impliquer avec un club comme Barrie, qui va aller rentrer en Ligue 1 Ontario. Je pense que c'est ça que tu as dit un peu plus tôt là. Ils vont ouvrir une équipe, je pense, en Ligue 1 Ontario hommes, puis après pour 2021, puis pour 2022 féminine peut-être. Donc bref, ça va être intéressant parce que il va pouvoir former ces petits jeunes-là et leur donner peut-être l'envie de continuer vers une carrière professionnelle. On s'entend que déjà le chemin pour arriver vers une carrière professionnelle est beaucoup plus simple de nos jours que ce qu'il était dans le temps de Guzman en tant que joueur. Et c'est grâce à ces joueurs-là, c'est eux qui ont pavé la voie à des joueurs qui a pavé la voie au futur des potentiels futurs joueurs de Canadiens qui voudraient embrasser une carrière professionnelle. Également, qu'est-ce qui est bien du côté de Barrie, c'est qu'on voit qu'avec l'embauche de Guzman,
De Guzman a été impliqué à temps plein avec le Fury. Il a une expérience à gérer un club pro et les dirigeants de ce club de Barrie n'ont pas caché son ambition d'un jour monter pro. Ils disent même qu'ils ramènent du soccer pro à Barrie, ce qui est pas 100% vrai, puisque ça reste une ligue semi-professionnelle. Mais on voit qu'ils ont de l'ambition. Puis pourquoi pas, ils se cachent pas leur ambition d'un jour avoir un club de Canadian Premier League. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est le premier club de la région de Huronia Region. Donc, c'est une région où il n'y avait pas de club en Ligue 1 Ontario. Et donc, moi, quand on explore des nouveaux territoires pour du soccer de haut niveau, je trouve toujours que c'est une bonne idée parce que je pense que c'est toujours bon de sortir des grands centres urbains et de développer d'autres régions parce que dans les centres urbains, je veux dire, qu'il y ait 10 clubs ou un club, au final, l'important, c'est qu'il y en ait au moins un. Mais dans d'autres régions plus éloignées, ben, j'ai toujours, surtout dans un pays comme le Canada où la population, elle est limitée, c'est important d'avoir des clubs hors des centres urbains pour justement trouver des pépites qu'on n'aurait pas eu la chance de trouver si on reste focusé sur les grandes villes. Donc, on leur souhaite bonne chance. Et par la même occasion, ben, je vais en profiter pour plugger le Québec. J'espère qu'au Québec aussi, on aura l'occasion de sortir des sentiers battus, d'avoir des nouveaux clubs qui vont sortir un peu dans des zones où on n'est peut-être pas habitué d'avoir des clubs. Ouais, ben il faudrait déjà qu'ils commencent à passer par toutes les étapes. J'avais fait une entrevue avec le CSMRO en PLSQ, puis ils essaient d'avoir la reconnaissance nationale au niveau d'un centre de formation qui est donné par Canada Soccer. Puis jusqu'à maintenant, ben j'ai pas vu d'officialisation par rapport à ça. Donc faut les laisser aussi grandir ces clubs-là au Québec. Ils demandent des choses, faudrait qu'on réponde à un moment donné. Je sais pas où on en est dans le processus. Je suis pas dans les petits papiers, je suis pas en contact avec les dirigeants de CSMRO non plus, mais j'ai pas vu d'annonce officielle de mon côté. La seule annonce officielle que j'ai vue du côté des CSMRO, c'est que comme quoi ils ne participaient pas à la saison de la PLSQ. En plus, une saison finalement écourtée qui s'est terminée dernièrement. Sur ce, en fait, un truc qu'on n'avait pas peut-être préparé, mais PLSQ, Blainville a remporté le championnat de PLSQ parce que la Ligue a été interrompue pour l'année 2020. Donc oui, il y avait un retour au jeu, mais sauf qu'il est de nouveau arrêté. Et voilà, le champion, c'est effectivement à l'AS Blainville. Je pense une 4e année consécutive pour l'AS Blainville qu'on salue, bien évidemment. Ouais, ben on les félicite. C'est vrai, j'avais vu passer l'information comme quoi les ligues étaient terminées, donc ça allait de soi. Ben merci du rappel. J'avais pas vraiment prêté attention à cette information. Oui, mais je veux dire actuellement, là comme on a Barrie qui avait pas de club avant, qui a un club semi-pro, ben ça serait bien que dans certaines villes ou régions du Québec, ben on est la même chose des régions où il n'y en avait pas de club, puis là on a un club. Comme l'année passée, on a eu le Celtic sur Richelieu qui a un club dans la PLSQ. Ben, ce serait bien que chaque année, qu'il y ait des projections, qu'il y ait des idées, des plans pour les régions où il n'y a pas de club, parce que comme je l'ai dit, je trouve que c'est important qu'un pays comme le Canada, avec une population limitée, puisse vraiment maximiser les régions où il y a des joueurs et de la population pour qu'on puisse en sortir des joueurs professionnels parce qu'on peut pas en manquer. Ça, c'est non, sûr. Effectivement, et comme tu l'as dit, c'est une bonne idée. Barrie, c'est quand même une bonne idée. On verra ce que ça va donner. Est-ce que ce projet-là, qui est quand même mené par, comme on l'a dit, Julian de Guzman, je pense qu'il y a d'autres investisseurs aussi, je connais pas les noms, mais quand même des investisseurs intéressants. Ça a l'air sérieux comme projet. Peut-être plus tard, si jamais l'intérêt est là, ou si jamais la volonté et l'intérêt sont là, peut-être qu'on les verra se percer dans la course pour peut-être une expansion en KPL, peut-être. Donc bref, on verra. C'est en commençant par des projets comme ça qu'on va s'avancer. Et c'est une bonne chose. Bravo à Barrie et à Julian de Guzman d'avoir relevé le défi. Oui, effectivement. Ben, on leur souhaite bonne chance. Sinon, il y a une autre nouvelle et ça nous met un peu l'eau à la bouche. Nos amis de AFTN Away from the Numbers
ont sorti une information que Axel Schuster, le directeur général des Whitecaps, a mentionné qu'il va avoir une équipe des Whitecaps dans l'éventuelle ligue de 3e division en Colombie-Britannique. On en avait parlé il y a longtemps, qu'il y avait un projet, il y avait eu des dépôts de candidature. On n'a jamais eu la confirmation que la ligue allait commencer en 2021, mais il y a quand même beaucoup d'indices qui vont dans ce sens. Actuellement, on avait les Victoria Highlanders qui ont dit qu'ils pourraient rejoindre cette ligue-là. Ils ont même pas voulu jouer cette année dans la USL League 2. De toute façon, aucun club canadien a joué dans la USL League 2. Donc, moi, je pense que c'est assez encourageant si Alex Schuster, lui, prend plus d'informations que toi et moi. Malgré qu'il n'y a pas eu de communiqué officiel des autorités sportives de la Colombie-Britannique, je pense que c'est encourageant. Là. Toi, t'en penses quoi? Ben, c'est une très bonne chose. C'est une très, très bonne chose même. Et tu sais, souvent, on l'a dit ici au Québec, pourquoi l'Impact de Montréal n'a pas une équipe réserve ou une équipe U19 en PLSQ? On n'a jamais compris ça et on l'a mentionné à un moment donné. Les Whitecaps, ils sont en train de faire en sorte d'en avoir une dans la nouvelle ligue semi-professionnelle qui serait la BC League One. Et tu sais quoi? C'est une bonne chose parce que tu vas jouer dans un environnement semi-professionnel, oui, mais par contre, tu vas avoir des joueurs qui se feront partie de l'académie des Whitecaps et qui vont aller se frotter à des joueurs qui, eux, veulent faire partie de l'académie des Whitecaps. Donc, il y a une sorte de compétition naturelle qui va venir se faire et qui va pousser les joueurs adverses à vraiment se battre de tout leur âme pour se montrer aux yeux de recruteurs quand c'est des jeunes joueurs qui aspirent à rentrer à des programmes ou des programmes de clubs établis, que ce soit au sein de l'Académie des Whitecaps ou que ce soit au sein d'un club professionnel, que ce soit en CanPL, ça va être des joueurs qui vont vouloir se prouver. D'un autre côté, ça va aussi faire en sorte qu'il va y avoir peut-être des plus vieux joueurs qui vont jouer dans cette ligue semi-professionnelle, peut-être des joueurs qui ont un travail, mais qui ont toujours eu un bon niveau, mais qui ont fait un choix comme un autre. Non, j'ai pas envie d'embrasser la carrière professionnelle. Par contre, je vais jouer semi-pro, il n'y a pas de problème. En même temps, je vais avoir mon travail de jour. Puis à ce moment-là, je vais rentrer, puis je vais pouvoir montrer à ces jeunes-là des Whitecaps montrer exactement de quel bois je me chauffe. Je pense que c'est une très bonne chose pour les jeunes des Whitecaps et pour l'Académie des Whitecaps. Je pense que c'est une excellente décision et bien évidemment une décision, on s'entend, quand tu es en train de rentrer dans un circuit semi-professionnel, c'est que on sait que les coûts vont être assez minimes. Donc, point de vue des Whitecaps, je suppose que les coûts sont quand même assez minimes. Donc, une belle opportunité, je trouve. Toi, tu en penses quoi? Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Comme tu as dit, là, il y avait le TFC avait une équipe 3 dans la Ligue 1 Ontario. Ils l'ont enlevé maintenant pour la mettre dans un réseau MLS. Là. Je pense que c'était une ligue de développement nord-américaine qui était gérée par la MLS, si je me trompe pas. L'Impact, malheureusement, ils ont jamais eu d'équipe en PLSQ. Je sais qu'avant la création de la fondation de la PLSQ, l'Impact voulait avoir une équipe dedans. Je sais pas pourquoi c'est pas fait. Mais je pense que, tu sais, pour les coûts qu'il y a, comme tu as dit, c'est pas des coûts très importants. Actuellement, il y a des limitations de voyage pour les équipes sportives. Je pense que ça a joué aussi là-dedans, là, parce que, je veux dire, ça fait plusieurs années que ni les Whitecaps ni l'Impact de Montréal les deux clubs n'ont pas d'équipe réserve depuis plusieurs années. Et pour l'Impact, on aurait pu avoir une équipe en PLSQ, du moins pour qu'ils se dégourdissent un peu les jambes. C'est pas vraiment de coût important. Ça permet d'avoir un coup d'œil sur les prospects. Comme tu as dit, ça permet de garder des gens aussi dans le club. Un joueur retraité qui veut se garder en forme, il peut rester dans la pyramide du club. Et c'est pas des coûts très importants au final. Là, on a je veux dire, pour les bénéfices, le ratio coût-bénéfice, je trouve qu'il est assez intéressant. Donc, je pense que ça va de soi que les Whitecaps ou que l'Impact ou TFC soient impliqués dans les ligues provinciales. Mais je pense que qu'est-ce qui va peut-être arriver,
ou qu'est-ce qui serait souhaitable, ça soit que les ligues semi-pro provinciales deviennent plutôt des ligues de développement au lieu d'être des ligues de retraités, d'anciens joueurs pros qui veulent se garder en forme. Ou c'est là que ça peut devenir plus intéressant et que les clubs pros auront un œil sur ces ligues-là. Donc, moi aussi, là, ce que je retiens là-dedans, c'est que il y a des fortes chances. Ben, si c'est annoncé par Alex Schuster qu'il y a probablement plus de contacts que toi et moi, ben, il y a plus d'infos auprès des dirigeants de la Colombie-Britannique, des instances du soccer de la Colombie-Britannique, c'est que ça se confirme. Après ça, combien d'équipes, quand, comment, pourquoi, on le sait pas. Mais, tu sais, une ligue semi-pro provinciale, là, surtout si on veut pas que ça rentre en conflit avec les saisons universitaires, t'as pas besoin de tant d'équipes que ça. Là. Pour la PLSQ, si je me trompe pas, elle a commencé avec 5 équipes. Là. Je pense qu'on peut commencer avec 6 équipes en Alberta ou 6 équipes en Colombie-Britannique, c'est suffisant. Là. Pas besoin d'avoir 12 équipes ou 18 équipes comme en Ontario. Là. 6 équipes, la réserve de Vancouver, Victoria Highlanders, TSS Rovers, une équipe réserve de Pacific FC. On a déjà 4 équipes. Là. 2 autres équipes, une dans la région de l'Okanagan, une autre dans l'île de Vancouver. On a déjà 6 équipes, puis on peut commencer la saison. Donc, je pense qu'il faut pas mettre trop de barrières à l'entrée et qu'on doit vraiment développer. On a du pain sur la planche au Canada. Ouais, j'avoue qu'il y a du pain sur la planche, je suis complètement d'accord avec toi. Juste un petit truc, il y a quand même encore une équipe en USL League 2, corrige-moi si j'ai tort, en tout cas, j'ai pas vu de communiqué de leur part, mais les Rovers font partie de la USL League 2 du côté de Colombie-Britannique, n'est-ce pas, Daniel, ou je me trompe? Oui, mais cette année, eux, ils sont toujours pas prononcés. Ben oui, parce que cette année, c'est COVID. Oui, je sais que je pense que toute la division a été annulée du côté des Rovers. Enfin, même de la division de cette division de USL League 2, elle a juste pas joué de match. Mais il y a quand même une équipe. Mais il y a aussi des rumeurs que cette équipe de Vancouver TSS FC Rovers rejoindrait la Ligue 1 BC. Donc, juste pour mettre au courant, là, c'est des rumeurs. On ne sait pas grand-chose encore, là. Mais ça a l'air qu'il y a des discussions. Et c'est ça qui est intéressant pour le soccer canadien, c'est qu'il y a des discussions avec plusieurs clubs, qu'ils soient des clubs confirmés ou non, mais il y a des clubs qui sont là et qui sont prêts à rejoindre cette ligue-là. On a hâte de voir ce que ça va donner, sûrement en 2021, pas avant. Oui, de toute façon, pour 2020, c'est passé, mais pour 2021, si on arrive à avoir... pour le TSS Rovers, oui, effectivement, ils ont une équipe. On sait pas... on n'en sait pas plus sur leur avenir, mais j'espère que... De toute façon, d'un point de vue financier, c'est sûr que ça leur coûtera moins cher de jouer contre Whitecaps 2 et Victoria Highlanders et Pacific 2 que de jouer contre Portland et Portland 3 et Seattle 3 et compagnie. Ouais, en déplacement, ça va coûter moins cher, c'est sûr. Ouais, donc si je me trompe pas, je pense pas qu'en USL League 2, beaucoup de joueurs sont payés. Là. Je sais pas si tu as de l'information à ce sujet-là, mais non, j'ai pas d'informations. C'est une ligue qui est faite pour les joueurs universitaires. Là. D'ailleurs, le calendrier est fait pour pas rentrer en conflit avec la saison universitaire, la NCAA aux États-Unis. Donc, j'ai pas d'infos là-dessus, mais je sais que c'est pas professionnel pour qu'ils puissent justement continuer à jouer universitaire. Mais tout ça pour dire, on a des clubs, là. On a déjà 2 clubs de USL League, qui ont joué à USL League 2, qui ont un staff, qui ont des joueurs, qui ont une organisation. Là, si les Whitecaps se joignent avec leur équipe réserve, Pacific FC pourrait aussi. Pacific FC viennent de refaire un partenariat avec le programme Wave pour avoir pour l'académie, donc ils peuvent avoir une équipe réserve. Là, il manque 2 clubs, puis on a 6 équipes. Là. Je pense qu'on n'est pas loin d'y arriver. Là. Je sais pas si je suis trop optimiste ou peut-être trop enthousiaste, mais je pense que c'est avec des petits pas comme ça qu'on va y arriver. Exactement. Et là, l'autre grande nouvelle dans le soccer canadien, puis ça, je sais que ça va t'intéresser, c'est que c'est pas dans le soccer canadien seulement, c'est dans toute la Attends, tu me dis que les autres m'intéressent pas? Tout m'intéresse, moi.
Je te taquine, mon cher Eddie, je te taquine. Eh bien, il y a eu le tirage au sort de la Gold Cup 2021 et fait cocasse, on a fait le tirage au sort alors qu'il manquait encore des tours de qualification. Donc, le Canada se ramasse dans le groupe dans le groupe B avec les États-Unis, la Martinique et le gagnant d'un tour préliminaire entre Haïti et entre le gagnant C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a plusieurs tours préliminaires en fait. Entre 4 équipes possibles en fait. C'est ça exactement. Donc il y a plusieurs tours préliminaires. C'est un peu bizarre comment c'est fait, mais écoute, je pense temps de Covid, il n'y a plus rien qui peut être considéré bizarre là. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on a une équipe qui va jouer, qui serait un match qui va jouer au premier tour entre la Guadeloupe et Saint-Vincent et Grenadines. Le vainqueur à ce moment-là va entre Haïti. Non, ça c'est le premier tour. Premier tour, ça va être entre Saint-Vincent et Haïti, pardon. Oui, tu as raison. Premier tour, ça va être Saint-Vincent contre Haïti. Le gagnant de ce match-là va jouer un match contre le gagnant du match entre les Bermudes et les Barbades. Le gagnant de ce match-là se retrouve avec le Canada dans ce groupe de la Gold Cup. Quel est le groupe du Canada? Le Canada se retrouve avec les États-Unis, le grand rival de toujours, la Martinique et cette autre équipe-là. Cette équipe-là, donc, on le répète, qui serait soit Saint-Vincent et Grenadines, soit Haïti, soit les Bermudes, soit les Barbades. Donc, quand même, on s'entend que si jamais on veut y aller logiquement, ça devrait être une place qui va se disputer entre Haïti et les Bermudes, avec, si jamais la logique est respectée, Haïti qui devrait passer ce tour-là. Même si les Bermudes, c'est pas une petite équipe, hein. Ils avaient fait peur en Gold Cup, donc c'est possible que Haïti puisse avoir du fil à retordre contre cette équipe si jamais ils arrivent à se retrouver les uns contre les autres. Ce que je trouve quand même assez intéressant de ce point de vue-là, c'est que le Canada se retrouve encore une fois avec les États-Unis, comme lors de la Ligue des Nations, où on s'était retrouvé aussi avec les États-Unis. Mais aussi, le Canada a la possibilité de se retrouver encore une fois avec les Bermudes. Les Bermudes, ils sont dans le même groupe que le Canada pour la Coupe du Monde pour la qualification vers la Coupe du Monde 2022. Donc, ça fait un peu drôle de voir ces similitudes-là dans tous ces genres de qualifications-là. Je sais pas, je trouve que c'est drôle. Et bien évidemment, j'ai hâte de voir le duel avec les États-Unis et le Canada. John Herdman, est-ce qu'il aura appris sa leçon? Est-ce qu'il va de nouveau essayer des trucs impensables comme il avait fait lors de la Gold Cup? J'espère que pas. Toi, t'as pensé quoi de tout ça? Je suis content qu'on va avoir un match contre les États-Unis parce que il n'y aura pas de calcul. Honnêtement, j'ai pas aimé les calculs de John Herdman dans la dernière Gold Cup. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux y aller all-in et on joue pour jouer et on fait pas de calcul. Hein. Donc moi, je crois que si on veut aspirer se qualifier à la Coupe du Monde et aspirer devenir une bonne équipe dans la CONCACAF et éventuellement dans le monde, mais ça passe par des gros matchs, des matchs références. Donc, moi, je dis, il va falloir se forger avec des gros matchs. On a les États-Unis. Après ça, la Martinique, si je me trompe pas, les dernières confrontations avec la Martinique, ça s'est bien passé. Puis l'autre adversaire, on ne sait pas encore c'est qui, mais peu importe c'est qui, ça va pas nécessairement être un match facile. Non, ça va pas être un match facile. Bermudes. Donc, pour l'instant, je suis content qu'on tombe contre les États-Unis. Je pense que il vaut mieux tomber contre eux au début qu'à la fin. Ouais, je suis d'accord. Par contre, on s'entend qu'il y aura juste un seul match, hein. Pas de match aller-retour. C'est une compétition, la Gold Cup. Donc, pas de match aller-retour pour ceux qui se posent la question. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour le prochain tour. Donc, si jamais on ne bat pas les États-Unis lors de la phase de groupe, on pourra se reprendre parce qu'il faudra juste finir, pas se faire surprendre ni par la Martinique, ni par l'autre équipe, que ce soit les Bermudes ou Haïti. Et j'ai quand même vraiment hâte de voir un peu la revanche entre le Canada et Haïti.
J'ai tellement d'amis qui sont montréalais ou qui sont québécois et qui ont des origines haïtiennes et qui étaient pour Haïti durant cette fameuse Gold Cup 2019 et qui était, je sais, le lendemain quand je suis allé au boulot après la Gold Cup, je me suis fait vraiment achaler par beaucoup de mes collègues haïtiens comme quoi Haïti et ainsi de suite. J'ai envie d'avoir ma revanche. Je veux que le Canada joue contre Haïti puis batte Haïti juste pour faire comprendre que, hey, OK, c'était une fois là, puis là on se calme, puis on passe à autre chose. Avec tout mes respects, bien évidemment, c'est juste de bonne guerre avec mes amis haïtiens, bien évidemment. Mais j'ai envie de revoir ce match-là parce qu'on a une revanche à prendre, n'est-ce pas? Ouais, ben, ce serait le bon moment pour la prendre, de Gold Cup à Gold Cup. Comme j'ai dit, ça passe par, si on veut avoir une équipe solide, ça passe par des gros matchs. Les gros matchs, ben, quoi de mieux que de tomber dans un groupe avec des adversaires coriaces. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et d'ici là, ben, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes au niveau mondial actuellement, là, notamment pour les voyages. Donc, Hey, arrête de retourner le couteau dans la plaie. J'ai cancellé il y a quelques jours, même pas hier, j'ai cancellé pour la troisième fois mes vacances de 2020. Donc arrête de retourner le couteau dans la plaie, Daniel. Là. Désolé, mon cher Hedy, mais c'est que c'est un fait, là, malheureusement, dans ces circonstances-là. Et il y a un sujet par rapport au tirage au sort qui m'embête un peu. Je te laisse deviner, c'est quoi? J'ai aucune idée. La présence du Qatar. Ah ouais? Pourquoi t'es dérangé? Parce que on est la CONCACAF, on n'est pas le CONMEBOL, donc le Qatar prend la place de quelqu'un. Puis ça me fait mal. Ouais. C'est vrai que dans le CONMEBOL, en Copa América, c'est toutes les équipes qui jouent. Puis juste pour faire le nombre, ils ajoutent une équipe supplémentaire. Mais c'est pas une personne. 2 équipes supplémentaires. 2 équipes supplémentaires, oui, excuse-moi, parce qu'ils sont 10 équipes, ils ajoutent 2 pour en faire 12. C'est pas comme s'ils venaient prendre la place de quelqu'un d'autre. Et moi aussi, je trouve ça bizarre. J'aime pas ça. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est pas parce que c'est le Qatar, hein. Je veux pas que le monde aille comprendre que c'est parce que c'est le Qatar que j'aime pas ça. C'est juste comme toi, tu l'as dit. C'est juste, ouais, ben, t'as une autre équipe qui pouvait prendre la place et qui aurait aidé un peu ta confédération, puis c'est pas le cas, non. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est ça. Actuellement, je sais pourquoi ils l'ont fait. Ils veulent se préparer pour leur Coupe du Monde chez eux en affrontant d'autres adversaires. Je veux dire, ils ont leur raison. Je sais que, par exemple, quand il y a eu une CAN, que leur pays organisateur n'a pas été une Coupe d'Afrique des Nations, qui a pas pu, que le pays organisateur avait dû annuler quelques mois avant, ben, le Qatar s'était proposé pour l'organiser. Je veux dire, tu sais, dans une optique où ils veulent se développer en raison de la Coupe du Monde chez eux, et ils vont saisir toutes les occasions de le faire. Le problème, c'est pas le Qatar, le problème, c'est la CONCACAF d'avoir accepté ça. Ouais, exactement. Après, c'est possible qu'ils aient reçu, genre, que le Qatar. Non, mais logiquement, tu sais, tu veux participer à une compétition, ben, tu payes pour y participer. Exactement. Pas spécifiquement. Mais c'est pas spécifiquement pour. C'est pas spécifiquement littéralement parce qu'ils ont eu de mauvaises intentions ou quoi que ce soit. Après, c'est possible. Mais juste d'un point de vue logique, ça m'étonnerait même pas que ce soit complètement légal à ce qu'ils participent en payant un certain montant. Est-ce que si jamais c'est le cas, si jamais il y a eu un montant, est-ce que c'est assez conséquent pour aider la fédération de la CONCACAF, surtout après toute la pandémie? Peut-être. En tout cas, on verra. D'un autre côté, bon. Je sais que beaucoup de monde vont commencer à me dire « Ouais, mais c'est le Qatar, c'est le Qatar. » Je peux vous dire, je suis quelqu'un qui suit beaucoup les compétitions internationales asiatiques, vraiment juste internationales asiatiques. Puis je peux vous dire que le Qatar s'est beaucoup amélioré dans les dernières années. La preuve, c'est les champions asiatiques. Et quand on parle des champions asiatiques, ça veut dire qu'ils ont quand même battu des équipes confirmées comme la Corée du Sud, comme le Japon, comme des équipes que vous avez l'habitude de voir tout le temps. Qui sont tout le temps là et qui sont tout le temps dangereuses en Coupe du Monde, déjà. Donc, Corée du Sud et le Japon, c'est pas des petites équipes, là. Donc, bon, si le Qatar a réussi à s'imposer là, et je peux vous dire que la Coupe d'Asie, je l'ai vue, j'ai vu une grande partie de la Coupe d'Asie, même si ce n'est pas presque, pas tous les matchs, mais beaucoup de matchs de la Coupe d'Asie. Et je peux vous dire que c'était pas volé, la victoire du Qatar. C'était vraiment pas volé. Ils ont eu de la chance.
sur certains matchs, mais ils n'ont pas volé leur victoire. Donc, je veux dire que au moins la compétition, c'est pas comme si on est en train de jouer avec une équipe qui fera pas le poids. Elle fera le poids. Après, est-ce qu'elle va mettre tous ses forces dans cette compétition-là, sachant aussi qu'elle participe en Copa América la même année, donc en 2021. Elle participe aux 2 compétitions. Il faut voir à ce moment-là comment ils vont se présenter aux 2 compétitions. Ouais, ben c'est ça. Actuellement, ils veulent saisir toutes les opportunités pour se préparer pour la Coupe du Monde. Donc, c'est comme j'ai dit, pour eux, de leur point de vue à eux, c'est normal. Ça me rappelle aussi les Gold Cup où il y avait la Colombie puis le Japon et c'est une absurdité monumentale. Donc, c'est pour ça un peu que ça me rappelle un peu des mauvais souvenirs. Hein. Donc, actuellement, c'est pour ça que je l'ai mentionné. Là. Mais au final, c'est pas une question de niveau. Là. Je veux dire, c'était plus question de circonstances que ça bloque la place de quelqu'un. Surtout que là, on est rendu un moment où la CONCACAF s'est beaucoup améliorée. Il y a moins d'écart, beaucoup de pays, d'équipes, pas toujours des pays, ça c'est notre discussion, qui se sont améliorés depuis les dernières années. Le Canada notamment, Haïti, le Salvador, il y a des équipes avant les Bermudes, le Curaçao. Oui, les Bermudes, Curaçao. Ben, Curaçao, c'est même une nouvelle équipe techniquement. Là. C'est bien, là. Je veux dire, c'est bien. Puis là, on bloque une équipe pour laisser une équipe asiatique. C'était plus ça. J'ai une question pour toi, Daniel. Je parle pas de toi en général, mais je parle un peu de manière générale. Pas toi. Je sais que je connais la réponse à toi quand il s'agit de toi, là. Mais je veux avoir ton avis par rapport à quelque chose. Si jamais l'équipe invitée, c'était le Brésil ou l'Argentine, est-ce que tu penses que ça aurait fait autant de bruit que ça? Ou juste parce que c'est le Qatar, avec toutes les complications que ça amène, avec toutes les allégations du fait que c'est un pays riche, pays du pétrole, qui met de l'argent surtout, qui a acheté le Paris Saint-Germain et ainsi de suite, que ça crée ce genre de presse un peu négative. Est-ce que tu penses que si jamais on avait eu une équipe confirmée comme le Brésil ou l'Argentine, ou même une équipe européenne, bon, après européenne c'est difficile avec l'euro, mais bon, si jamais c'était une équipe de CONMEBOL et que la CONMEBOL n'avait pas la Copa América, ou si jamais c'était une équipe de l'Europe et que l'Europe n'avait pas l'euro, est-ce que tu penses qu'on aurait eu autant de presse négative autour de ça que ce qu'on a maintenant? Parce qu'on a beaucoup de presse négative par rapport au Qatar qui participe à cette Gold Cup. Tu en penses quoi? Ben, je pense que si c'était les mêmes circonstances, un pays, peu importe lequel, ben c'est surtout le fait que je pense que c'est le fait que le Qatar n'est pas réputé pour avoir, je veux dire, on n'a jamais vu le Qatar en Coupe du Monde, c'est pas pour rien. Je veux dire, si c'était un pays, on va dire, obscur, qu'on voit pas souvent dans les compétitions, on va dire un pays européen qu'on n'a jamais vu à la Coupe du Monde, ben c'est sûr que ça aurait fait tâche. Puis que ce pays-là a eu l'euro. Je te parle d'un pays confirmé. Je te parle d'un pays. Okay. On s'entend. Okay, pays confirmé. Si jamais. OK. Attends. Je vais rajuster ma question. Si jamais c'était le Japon, ou si jamais c'était la Corée du Sud, est-ce que tu penses que tu aurais eu la même presse négative? On est en train de parler de 2 équipes asiatiques confirmées en Coupe du Monde. Ben, je pense que pour le fait que ça bloque une équipe, oui. Après ça, comme tu as dit, il y a le fait que, je pense qu'il y a le fait que le Qatar, comme tu as dit, a eu la Coupe du Monde dans des circonstances douteuses, on va dire ça comme ça. Ouais, le fait qu'il y a une volonté de s'imposer dans le domaine sportif, on va dire ça comme ça. Oui, je pense que c'est des circonstances qui font en sorte que des gens, le public sportif va avoir une opinion négative de voir ça comme s'ils ont acheté leur place pour participer à un événement et dans lequel ils ne méritent pas, si on veut, parce que je veux dire, comme je t'ai dit, on connaît pas le niveau du Qatar d'un point de vue sportif. Toi, tu as l'occasion de suivre les compétitions asiatiques, mais les préjugés sont qu'au niveau sportif, ils sont pas bons parce qu'on les a jamais vus en Coupe du Monde. Là, si c'était une équipe qui était déjà plus confirmée sportivement, ça serait déjà plus accepté parce que ça offre un challenge plus intéressant. Mais il n'empêche qu'il y a toujours le malaise du fait qu'on prend la place à quelqu'un d'autre. Et c'est ça. T'as eu une réponse de politicien, Daniel. J'aime pas exactement. Ça, là. T'as eu une réponse de politicien. T'as pas répondu à la question. OK, ma question est oui. Ma réponse est oui. Oui, je pense que le fait que ce soit le Qatar,
ça a été un élément supplémentaire dans le jugement du tirage au sort de la Gold Cup. Surtout, on va dire la vérité, ils ont été mis dans le groupe D. Ils ont évité ça, j'ai pas trop compris. Mais c'est ça, c'est tous des éléments qui font en sorte que ça dégoûte un peu les gens qui ont encore du plaisir à regarder ce sport. Ouais, bon, juste pour le dire à nos auditeurs, donc ils l'ont mis dans le groupe D. Donc pour ne pas ils l'ont déjà mis dans le groupe D, sachant que les États-Unis n'étaient pas dans le groupe D et sachant qu'ils n'allaient pas affronter ni le Mexique ni les États-Unis. Donc comme quoi qu'ils attendaient ni le Mexique ni les États-Unis ni le Costa Rica. En fait, ils l'ont mis avec le Honduras en fait, juste parce qu'ils savent que parmi le top 4, le Honduras c'est l'équipe qui est la moins bonne. Donc, comme s'ils voulaient vraiment donner le plus de chances possible pour le Qatar d'aller le plus loin possible. Et pour moi, je trouve ça quand même assez dommage. Je vois pas pourquoi ils ont eu ce privilège-là. Donc, je comprends le scepticisme autour de ça. Là. Ouais, mais en tout cas, regarde, on va souhaiter bonne chance à notre équipe nationale et espérons qu'on aura une bonne Gold Cup à suivre en 2021. Ouais, on va espérer d'avoir une bonne Gold Cup à suivre. En tout cas, nous, on va continuer. Il y a tellement d'autres échéances du point de vue international avant le début de cette Gold Cup qui devrait commencer le tour préliminaire au mois de juillet en 2021. On a quand même... je pense au mois de mars, déjà les qualifications de la Coupe du Monde. Donc, on va sûrement avoir l'occasion d'en parler avant. Si jamais ce satané COVID-19 nous permet de vivre notre vie normalement de nouveau, on va avoir longtemps de grosses discussions par rapport aux équipes nationales, que ce soit masculines ou féminines, parce qu'on oublie, il y a encore l'équipe masculine et l'équipe féminine. L'équipe masculine U23 et l'équipe féminine sont capables de se qualifier pour les Jeux Olympiques qui devraient aussi se jouer en 2021. Dis donc, tellement de compétitions qui sont reportées à l'année prochaine. Donc, on aura l'occasion de parler très, très, très longuement des équipes nationales. Oui, exactement. Et pour rappel, la compétition était prévue du 2 au 25 juillet, puis elle a été décalée du 10 juillet au 1er août. Là, on va voir aussi le calendrier des Jeux olympiques parce qu'il y a une compétition de soccer aux Jeux olympiques aussi. Donc, dans les prochaines semaines, on va avoir prochaines semaines ou prochains mois, on va avoir des infos à ce niveau-là. Donc, bonne chance à tous et que ce soit l'équipe nationale masculine, féminine, olympique. On leur souhaite tous bonne chance dans les prochaines échéances. Et pour nos auditeurs, on va suivre ça de près et on vous tiendra occupé. On vous tiendra occupé. Mais c'est vrai, en fait. Petit lapsus, on vous tiendra au courant à chaque fois qu'il y aura des échéances. Parce que nous, restons à l'affût. Alors, Hadi, je veux te remercier pour cet épisode court mais chargé. Chaque semaine, la saison de la Canadian Premier League est finie, mais chaque semaine, on va continuer à offrir du contenu et à tenir nos auditeurs informés tout ce qui se passe dans le soccer canadien, parce que on s'ennuie pas avec nous. Alors, un dernier mot, Hadi? Oh non, tout se passe bien. Merci à tous de nous écouter et vraiment, n'hésitez pas à parler des sujets, à discuter de tout ça avec nous et nous, ça nous fera plaisir de vous répondre et à ce moment-là, si à un moment donné, vous avez un sujet qui vous tient à cœur sur le soccer canadien, vous voulez en parler, contactez-nous, soit Daniel, soit moi, que ce soit à partir du compte Culture Soccer sur Twitter ou sur Facebook ou même à partir du compte de Daniel sur Twitter ou mon compte à moi sur Twitter. Vous pouvez toujours nous contacter, puis ça nous fera plaisir de vous recevoir, dépendamment de votre sujet, discuter avec vous du sujet dont vous voulez parler. Merci Hadi. Alors, on vous souhaite tous une bonne semaine.